Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous être connectés pour cette dernière conférence de la saison 2020-2021 pour J'aime en débat. Ce soir, nous recevons un invité d'exception avec la présence de Monsieur Hubert Védrine. Monsieur Védrine, est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Voilà, Bon. là c'est bon. Bonjour à vous, Monsieur Védrine, merci d'être là pour cette dernière conférence de l'année pour l'association J'aime en débat. Avant de démarrer tout de suite autour du sujet Quel monde d'après? Nous allons démarrer par le traditionnel billet d'humeur, mené ici par Benjamin Sinègre. Benjamin, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Védrine. Connu pour avoir été ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac entre 1997 et 2002, vous naissez dans la Creuse un 31 juillet 1947 d'un père plutôt proche de François Mitterrand et d'une mère issue d'une famille d'artistes. Durant vos études, vous intégrez Sciences Po Paris, puis l'ENA, dont vous sortez diplômé en 1974. 4 ans plus tard, en 1978, vous devenez vous devenez député suppléant de la Nièvre sous l'étiquette du Parti socialiste, jadis grand parti de la gauche. Vous devenez député suppléant, juste avant de prendre la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des Affaires étrangères en 1979. À l'instar de votre père, votre figure est également rattachée à un grand homme politique français, François Mitterrand, duquel vous devenez conseiller diplomatique, notamment en 1981. Vous continuez ensuite votre carrière à l'Élysée en y étant porte-parole à partir de 1988, au moment de la réélection de M. Mitterrand, puis vous devenez secrétaire général en 1991. Vous passez près de 14 ans auprès de M. Mitterrand, ce qui vous a inspiré un essai, non pas sur sa vie, encore moins sur Mazarine, mais plutôt sur la vision qu'avait l'ancien président du monde, que ce soit sur la question de la construction européenne, de la réunification allemande ou encore du conflit yougoslave. En 1996, vous publiez donc aux éditions Fayard un ouvrage intitulé « Les mondes de François Mitterrand ». Quelques années plus tard, vous vous retrouvez au ministère des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin, un ministère que vous connaissez plutôt bien. Applaudi à la fois par la gauche et par la droite, ce qui relèverait aujourd'hui d'une prouesse, vous avez réussi à marquer cette époque, troublée notamment par la situation au Proche et au Moyen-Orient ou encore les attentats qui touchent New York le 11 septembre 2001. Vous avez néanmoins un regret, celui de ne pas avoir réussi à régler la question israélo-palestinienne. Rassurez-vous, personne n'a encore réussi. Aujourd'hui, vous intervenez pour donner votre avis sur la crise actuelle, qui, selon vous, n'en est pas une. Vous avez notamment publié l'essai « Et après », où vous penchez justement sur ce que nous avons appelé, lors du premier confinement avec une certaine euphorie, le monde d'après. C'est justement pour répondre à cette question, quel monde d'après, que vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui. Et c'est sur ces mots que je laisse la parole à Maxime, à Agathe et à vous, Monsieur Védrine. Et nous vous souhaitons une agréable conférence. Alors, bonsoir Monsieur Védrine, merci d'être parmi nous ce soir. On va tout de suite commencer, après ce billet d'humeur, par des questions. Donc une première question pour moi, dans votre essai « Et après », qui est paru en juillet 2020, vous remarquez le fait que pour la première fois, en 2020, tout être humain aura été saisi de crainte face au même ennemi visible. Cette menace commune a-t-elle et pourra-t-elle conduire à plus de coopération internationale et de multilatéralisme ? Eh bien, alors d'abord, juste un point minuscule sur la présentation de tout à l'heure. J'ai évidemment pas été directeur général en 1979 de quoi que ce soit, compte tenu de l'âge que j'avais, de mon niveau modeste dans la carrière de l'époque. Mais enfin, j'ai rien à redire à la petite présentation sympathique, à part ça. Donc, ce que j'ai voulu dire dans ce petit essai, c'est qu'en effet, même les grands drames du passé n'avaient pas concerné le monde entier. Le 11 septembre, par exemple, ça a surtout traumatisé le monde occidental. Vous voyez, la peste noire qui remonte au Moyen-Âge, ça a tué la moitié de la population européenne, mais les autres continents ne savaient même pas ce qui se passait. Et même les guerres mondiales n'étaient pas vraiment mondiales en réalité. Donc, c'est la première fois qu'il y a une menace qui concerne potentiellement le monde entier, où tout le monde est tout courant tout de suite. Donc, il y a le mélange des deux. Alors, à quoi ça va conduire? C'est trop tôt pour dire. C'est trop tôt parce qu'on n'est pas sorti de cette affaire. Il faudra tirer des leçons à partir de 2022 sur ce qui a été bien mené ou mal mené, définir les bonnes pratiques. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a plutôt des réflexes défensifs. Parce que comme dans tous les drames collectifs, les gens se replient sur ce qui est près d'eux,
ne se replient pas sur eux. J'emploie pas ce langage un peu larmoyant, vous voyez. Et je ne condamne pas le repli, c'est normal comme réaction. Donc les gens s'accrochent à ce qu'ils connaissent, le maire, la région, le gouvernement national, des institutions qui fonctionnent, etc. Donc pour le moment, on est plutôt dans... ça n'entraîne pas plus de coopération pour le moment. Mais je suis convaincu qu'après, le besoin d'une meilleure coopération internationale pour prévenir d'autres pandémies, puisque d'après les virologues, il y en aura d'autres, je pense que ça sera plus fort. Quant au multilatéralisme, il ne faut pas être naïf. Ça veut dire simplement qu'on négocie tous ensemble dans des assemblées, dans des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les puissances acceptent la décision de la majorité. Hein. Les États-Unis, par exemple, n'ont jamais été multilatéralistes. Jamais. Simplement, ils se sont rendus compte avec Biden, ce que Trump avait oublié, qu'ils ont beaucoup plus d'influence, ils sont présents dans le système multilatéral. Donc, il ne faut pas être faut pas avoir une lecture au premier degré de multilatéralisme. Enfin, cela dit, c'est évidemment mieux si l'ensemble des gouvernements du monde essaient de travailler ensemble dans des enceintes communes, bien sûr. C'est mieux, il ne faut pas être naïf non plus. Bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais du coup, pour l'Europe, il serait intéressant qu'il y ait une coopération. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que la stratégie de l'Union européenne pour les vaccins elle a été vivement critiquée pour son manque d'efficacité par rapport à d'autres stratégies de vaccination dans d'autres pays. Au fond, qu'est-ce que cela nous dit de la réalité de la coopération européenne et d'une potentielle donc, puissance européenne? Bon, alors, moi, je n'ai jamais été européiste, au sens fédéraliste. Je n'y crois pas, je pense qu'aucun peuple européen n'en veut, mais en même temps, j'ai toujours été un pro-européen convaincu, un Européen réaliste. Vous voyez, j'ai d'ailleurs signé moi-même au moins 2 traités. Bon. Mais donc, il ne faut pas attendre de l'Europe des choses pour lesquelles elle n'a pas été conçue. Donc, il ne faut pas la critiquer injustement. L'Europe n'a jamais été conçue ni pour être une puissance d'ailleurs. Les concepteurs de l'Europe, après la guerre, c'est d'abord les Américains à travers le plan Marshall, puis les fondateurs européens. Vous voyez l'Europe qu'une entité commerciale et économique sous la protection américaine, jamais comme une puissance. Il y a des tas de domaines comme l'éducation, comme la culture et comme la santé, où les institutions européennes n'ont pas de compétences. Et d'ailleurs, vous avez vu pendant la pandémie, il n'y a aucun pays dans lequel les gens disent qu'il est urgent que la Commission décide si on ouvre ou ferme les écoles. Personne ne dit ça en fait. Donc il y a quelques domaines dans lesquels les Européens d'aujourd'hui voudraient que la Commission, même si ce n'est pas son job au départ, soit quand même plus efficace. Et c'est là où les gouvernements se sont tournés vers la Commission pour l'acquisition des vaccins. C'était une erreur. La Commission n'est pas faite pour ça, ce n'est pas une centrale d'achat. En plus, la Commission reste obsédée par ça bouge. L'évolution actuelle est très encourageante. Mais la Commission, pendant des décennies, était envahie par sa conception de la concurrence, calculée uniquement à l'échelle européenne, sans tenir compte de la concurrence mondiale. Donc, en plus, c'était biaisé. Et ils ont commencé à négocier pour faire baisser les prix des vaccins. Donc, ce n'était pas une bonne idée de leur confier ça. Est-ce que ça met en cause l'idée européenne en général? Non. Dès lors qu'elle est reformulée de façon réaliste, équilibrée, et pas furieusement intégrationniste, ce que les peuples ne veulent pas, notamment pas les Allemands. Donc je pense qu'il y a un avenir raisonnable pour une Europe réaliste et que ce n'est pas remis en cause par l'affaire de la pandémie. Et donc, dans cette Europe réaliste, quelle serait la place de la France? Ben, la France est un pays qui a beaucoup plus de moyens encore que ce que croient les Français. Les Français, ils passent leur temps ils passent de l'exaltation un peu excité à la déprime complète quand ils s'aperçoivent qu'on n'est plus une grande puissance centrale. Mais ça fait très 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 longtemps qu'on n'est plus une grande puissance centrale. Ça remonte à l'effondrement de 1940, hein, au minimum. Bon, donc il faut comprendre qu'on est, comme disait Giscard, autrefois une puissance moyenne, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui sont une puissance. Dans les 200 pays des Nations Unies, il y en a au maximum une quinzaine qui sont des puissances. Vous avez les puissances installées et les puissances montantes. Donc la France est une puissance qui est installée, qui reste quand même inventive, dynamique et qui a encore énormément d'atouts, pas mal de handicaps, mais il faut avoir une position équilibrée là-dessus et ne pas sombrer dans l'idée qu'on n'a plus de prise sur rien. Alors quel est le rôle? Le rôle d'un pays, c'est de se perpétuer, hein. Perpétuer, défendre sa sécurité, son identité, ses intérêts vitaux, ses valeurs, etc., etc. Tous les pays sont dans cette situation. Ce que ça remet un peu en cause, c'est la vision un peu mégalo de certains Français, comme que nous aurions des idées universelles, une vocation universelle. Alors ça ne marche pas très bien parce que les autres ricanent, en fait.
où il nous dit si vous avez des idées universelles, génial, donnez-les. Si elles sont universelles, ça va s'appliquer partout, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, aucun pays n'a d'idées universelles qui s'appliqueraient partout, même les États-Unis. Donc, mais si l'Europe, pardon, excusez-moi, la France, corrige un côté un peu grandiloquent de son expression, je pense que c'est un pays qui a beaucoup d'atouts à condition d'être réaliste dans l'état du monde, le fonctionnement du monde et les cartes qu'elle peut jouer. Et si elle corrige en même temps ses handicaps, oui, enfin moi finalement je vais pencher plutôt la balance du côté positif et du côté confiance en soi. Mais ce que je dis n'est pas du tout en phase avec le masochisme ambiant. Hein. Je sais bien, donc ce que je dis est minoritaire. Très bien. Si on revenait à une échelle plus étatique cette fois-ci, quel serait le rôle de l'État dans ce monde d'après? Doit-il reprendre de l'importance ou va-t-il continuer à décliner comme il semblait être le cas jusqu'à présent? Alors nous vivons la fin d'une période qui remonte à Reagan et à Thatcher, qui en gros disait l'État est le problème, pas la solution. Ça a eu des conséquences énormes dans le monde occidental américanisé. Les Chinois n'ont jamais pensé ça. Jamais. Les Indiens n'ont jamais pensé ça. Les Russes n'ont jamais pensé ça, etc., etc. Donc, il faut bien voir que c'était un phénomène très, très fort, parce que derrière, il y a toute la dérégulation financière, la globalisation américaine, la dollarisation, etc., etc. Mais c'est un phénomène intra-occidental. Et à l'intérieur de l'Occident, ce cycle s'achève, en fait. Déjà, Trump n'a pas hésité à engager un énorme financement public dans l'affaire des vaccins. Et alors, Biden, c'est encore plus net. Biden, il se comporte comme si vous voulez retrouver l'approche qui avait été celle de Roosevelt. Donc, je pense que ce que vous venez de dire, Madame, dans votre question, caractérise bien les années, disons, 80 jusqu'aux années 2000 et quelques. Vous voyez ? Et là, on est en train d'entrer dans autre chose. Ça ne veut pas dire que le marché va disparaître, c'est évident. Hein. C'est simplement l'excès consistant à penser que l'État n'avait plus aucun rôle à jouer. C'est l'excès de... Moi, j'aime pas dire libéralisme, parce que le libéralisme est une belle idée au départ, hein, liberté. Mais enfin, disons, dans le jargon politique moderne, on va dire l'excès d'ultralibéralisme des régulateurs. Ça, je pense que ça se termine, et que par ailleurs, pour des raisons écologiques, qui vont s'imposer évidemment à tout le monde, de toute façon, ça allait être corrigé. Mais le marché va rester là, naturellement. Mais quand le marché sera mieux encadré, ce que demandent les libéraux depuis le XVIIIe siècle, hein, quand le marché sera mieux encadré, il va peut-être marcher encore mieux. Et si, du coup, par rapport à, donc on parlait des États, si on s'intéressait plus à un État comme la France, aujourd'hui, comment évaluez-vous la gestion de cette crise pandémique par le gouvernement français depuis donc mars 2020? Je ne fais jamais de commentaires à chaud sur ce que font les présidents et les gouvernements. J'étais au cœur du pouvoir pendant 20 ans. J'ai gardé des contacts réguliers avec tous les présidents et les ministres. Je sais que c'est très difficile. Hein. Et je pense que dans les démocraties en général, compte tenu de la remise en cause furieuse de la démocratie représentative au nom d'une démocratie directe, instantanée, etc., etc., je pense que ça devient progressivement impossible de gouverner les démocraties. Et ce n'est pas vrai qu'en France. Regardez dans l'affaire de la gare de Francfort, par exemple, quelque chose qui aurait dû être mené en 3-4 ans, ça a pris 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, je suis très, très compréhensif. Ça ne veut pas dire que j'approuve tout et que je pense en moi-même qu'il fallait peut-être faire autrement. Mais en tout cas, je suis très, très compréhensif. Je pense que ça remet en cause un certain nombre de mécanismes français, mais qui est déjà connu avant. Hein. Ce n'est pas lié à la gestion précise pendant la présidence Macron. Il y a des phénomènes de millefeuille administratif, c'est évident. Il y a des problèmes de bureaucratisation, c'est tout à fait évident. Il y a des problèmes dans lesquels l'État n'est pas assez fort. Quelques domaines où il est encore trop fort, mais en général, il n'est pas assez fort. Bon, tout ça, c'est des mots français bien connus. Donc là, l'affaire de la pandémie a révélé, comme une sorte de crash test, vous voyez, comme un scanner en fait, a révélé des mots français bien connus. Et là, dans des études que vous suivez, vous avez dû avoir une idée assez précise sur ces faiblesses françaises. Donc, je pense qu'il faudra tirer le leçon. Et après, moi, je ne participe pas du tout au pugilat permanent, aux controverses, à l'espèce de délire des spécialistes en santé publique improvisés, etc. Bon, je pense qu'après, il faudra tirer les leçons, en France, mais dans tous les pays, toutes les institutions,
l'OMS, l'Union européenne, l'ONU, etc., pour dégager les bonnes pratiques pour après et comprendre pourquoi certains pays, comme par exemple en Asie du Sud-Est, s'en sont sortis mieux. Mais nous, il faut être très, très prudent et ça peut changer. Regardez, au début, on trouvait que l'Allemagne s'en sortait magnifiquement, beaucoup mieux que nous, il y a un an. Hein. Et maintenant, vous voyez la dureté des controverses en Allemagne, à la fois sur le traitement du sujet et d'autre part sur le degré de fédéralisme. Donc, en fait, c'est trop tôt pour répondre carrément à la question. Mais il faudra le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faudra le faire le moment venu. Dans votre livre et dans la plupart des discours politiques tous bords confondus l'été dernier, la nécessité d'un redressement industriel est désormais admise. Qu'en est-il de ce constat? Est-ce que le monde d'après, pour des pays comme la France, rime avec la réindustrialisation? Alors là, on peut être plus net tout de suite parce que c'est évidemment une erreur gigantesque de la France, droite et gauche confondues, depuis 20 à 30 ans, d'avoir laissé s'effondrer l'industrie française à partir de théories complètement débiles du genre entreprise sans usine. Donc ça, c'est lié à une exagération de l'évolution dans la financiarisation que les élites françaises ont joué à fond, en réalité. Hein. Je ne pense pas aux énarques en particulier, c'est les moins influents dans cette évolution. Ils ont les élites économiques. Et si vous comparez la France et l'Allemagne, en 20-25 ans, la part de l'industrie dans le PIB allemand n'a pas bougé, et en France, ça a baissé de moitié. De moitié. Et encore, il y a, je crois, 40% à la louche, du capital des entreprises françaises du CAC 40 à la Bourse de Paris qui sont en fait tenues par des fonds étrangers. Bon. Donc, il y a quelque chose de complètement idiot et on n'a pas besoin d'aller dans ce sens pour tirer parti de la mondialisation. Mondialisation, globalisation, donc il faut le faire de façon plus intelligente. Il faut reconstruire un appareil industriel, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs automatiquement relocaliser en France. Parce qu'il y a des tas de trucs qui seront toujours à l'avenir encore faits en Chine, en Indonésie, au Nigeria, je ne sais pas où, vous voyez. En revanche, il faut développer les filières d'avenir en France. Et là-dessus, quelqu'un comme Montebourg a eu plutôt raison depuis des années. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais globalement, c'était plus intelligent que ce que disait celui qui le critiquait. Donc, il faut rebâtir dans les technologies d'avenir. Et moi, je crois beaucoup à l'écologisation. J'emploie le mot un peu comme on disait industrialisation, vous voyez, un processus qui va durer 10, 20, 30 ans et qui va donner des perspectives économiques gigantesques, qui va se faire non pas à coup de défilés pleurnichards, genre Greta Thunberg, mais à coup d'invention. Invention, innovation, recherche. Et c'est votre génération qui va gérer ça. Et il n'y aura évidemment aucune opposition entre l'écologie et l'économie. Ça va devenir la même chose, en fait. Et là, il y a l'écologisation de l'agriculture, des transports, mais il y a une grande partie qui sera le développement d'une industrie écologisée. Pour moi, il y a un grand avenir là. On va donc continuer ensuite sur, justement, vous l'avez introduit vous-même, la question de l'environnement, puisque effectivement, on a l'impression que donc, cette crise pandémique qui a des conséquences économiques plutôt graves, on a un peu l'impression de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un risque dans les politiques de relance, il y a une propension des États, des organisations à oublier la crise environnementale qui est pourtant bien réelle. Non, ils ne pourront pas. Il y a évidemment des gens qui veulent gagner du temps, qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'adapter du jour au lendemain, vous voyez. Mais personne ne peut nier le risque maintenant. Il y a un compte, c'est même pas environnement, il y a un compte à rebours écologique gravissime qui met en péril quand même la possibilité de vivre dans des conditions normales sur la planète dans 4, 5, 6 générations. C'est pas très très loin en fait. Donc personne ne va échapper à ça. Alors évidemment, il y a toujours des agriculteurs, des entreprises qui disent écoutez, on ne peut pas y arriver du jour au lendemain, donc on ne peut pas appliquer cette mesure l'an prochain. Donc on va leur dire écoutez, mais vous le faites dans 3 ans, dans 5 ans. C'est pas grave s'il y a des petits délais comme ça. Mais je crois qu'aucun gouvernement au monde ne pourra complètement échapper à ça, y compris dans les pays émergents, où les gens sont légitimement obsédés par le fait de se développer, sortir de la pauvreté. Bon, c'est normal. Même dans ces pays, la prise de conscience va progresser. Alors évidemment, les Européens sont à la pointe de la prise de conscience, notamment les bobos de centre-ville, mais ils n'ont aucune solution à ces trucs-là, en fait. Alors que le vrai problème, c'est d'aider la Chine, l'Inde,
à sortir du charbon. Et les écologistes ont fait une erreur historique parce qu'ils se sont focalisés depuis 30 ans contre le nucléaire. Bon, le nucléaire est dangereux, naturellement, mais si on considère que le CO2 est le problème numéro un de l'avenir de la planète, il faut avoir le courage de dire que pour le moment, tout doit être subordonné à la réduction du CO2 et que dans une phase de transition, en fait, le nucléaire est moins pire parce qu'il n'émet pas de CO2. Il n'émet pas de CO2. Donc la priorité, c'est qu'on arrive à encourager, convaincre, en fait, ça se passera pour des raisons de dynamique interne aux autres sociétés. J'ai cité 2 grands pays, mais on peut ajouter la Pologne et l'Allemagne, vous voyez. Donc il faut sortir du charbon. Et on aura pas mal de difficultés aussi à modifier l'énorme système agro-industriel qui est devenu prodigieusement performant, mais au prix d'un apport chimique exagéré. Il y aura toujours un peu de chimie parce que sinon, rien ne pousse. Hein. Mais donc, il y a des mutations qui n'iront pas au même rythme. Voilà, je crois qu'il y a un grand programme d'avenir, mais les Européens, en fait, sauf l'Allemagne qui est sortie du nucléaire trop tôt pour des raisons démagogiques et qui, par conséquent, a relancé le charbon. Madame Merkel a relancé le charbon. Ou alors elle achète de l'électricité nucléaire à la France. Donc, ce n'est pas la bonne solution. En tout cas, c'est prématuré. Elle a fait ça, on va dire, 20 ans trop tôt, vous voyez. Donc, je crois qu'il y a une approche scientifique, progressiste, moderne de l'écologie qui va s'imposer de gré ou de force, quels que soient les votes des gens, parce que c'est complètement indépendant de savoir si les partis écologistes, c'est encore autre chose, on les voit ou pas. Hein. C'est un autre sujet. Et du coup, est-ce qu'on peut se dire que le monde d'après, est-ce qu'il sera synonyme de décroissance? Non, mais non. Personne n'a envie de décroître. Hein. Il faut vraiment être des jeunes Européens qui ont accès à absolument tout et qui ont 500 fois plus de choses que leurs grands-parents pour être tentés par cette idée. Bon, en revanche, je pense que la définition du contenu de la croissance va changer. Donc, un jour ou l'autre, des économistes géniaux, des mathématiciens vont recalculer le PIB. Aujourd'hui, je caricature, hein, il y a du brouillard sur l'autoroute qui arrive chez vous, il y a 150 voitures qui se rentrent dedans, c'est du PIB, ça, en fait. C'est du PIB parce que ça veut faire travailler des garagistes pendant des mois, vous voyez. Et si on rasait une forêt pour construire des industries polluantes, on n'a plus le droit, mais si on le faisait, ben en fait, le coût de la destruction de la forêt ne serait pas compté. Et le fait de réduire la captation du CO2 par la forêt, on ne sait pas le quantifier. Bon, un jour ou l'autre, on va modifier ça, ça commencera par la taxe carbone, et ça s'élargira, et on arrivera à un moment où la décision économique de base, et on a des milliards chaque jour, hein, par des gens totalement indifférents à l'écologie, ben en fait, ils seront amenés par la loi du marché et par les calculs à aller vers la bonne décision. C'est comme ça que ça ne se passera pas à coup de menaces ou de lois punitives, vous voyez. Donc, il y a ma réponse est un peu la même, en fait, mais il y a une grande perspective. Et si, avant je précise pour notre public que vous pouvez poser vos questions sur le fil de discussion et nous transmettrons à M. Médrine pour qu'il puisse y répondre. Mais si on continue un peu sur cette écologisation, vous évoquez la nécessité, par exemple en France, d'une transformation de notre système gouvernemental avec la création d'un possible poste de vice-premier ministre qui s'occuperait de cette question de l'écologisation vis-à-vis des autres ministères et notamment aussi différentes branches de l'industrie. Est-ce que vous pensez que les institutions et plus globalement le peuple français seront prêts à aller dans ce sens? Alors, il y a 2 choses. J'ai fait la suggestion en partant de l'idée que ce n'est pas commode de mettre dans un même ministère l'écologie et l'industrie, ou bien l'écologie et les transports, ou l'écologie et l'agriculture. Ça ne marche pas, en fait. Donc, moi, je préconise qu'il y ait un jour un vice-premier ministre chargé de l'écologisation, qui n'a pas des services, une petite équipe avec lui, et qui doit relancer ses collègues sans arrêt, en disant « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour les néocotinoïdes ?» Et il va dire on fait ce qu'on peut, mais il y a les betteraviers, on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc, quelqu'un qui serait une sorte de whip au sens anglais, vous voyez, qui les pousserait à avancer avec des calendriers. Puis donc, je pense qu'il serait plus efficace en réalité que d'être engoncé dans un système où il doit arbitrer avec lui-même. Alors, est-ce
Est-ce que les Français sont prêts? Je suis sûr que oui. Même les gens les plus obtus, hein, les gens qui niaient complètement la question environnementale il y a 30 ou 40 ans, ben, ils ont des enfants qui les engueulent, des petits-enfants qui leur disent « t'as rien compris », évidemment. Et puis ils voient bien les choses, les autres pays qui bougent, les inventions, etc. Donc je pense que les gens sont prêts à bouger. Ils sont prêts à bouger à condition que ce soit présenté raisonnablement. Alors que si on engueule les gens, personne ne se dit le matin « qu'est-ce que je peux faire contre la planète ?» Personne ne se lève avec cette idée. Il y a des gens qui disent « mais j'ai pas le choix, j'ai qu'une vieille bagnole et je ne peux pas la changer tout de suite. J'ai une vieille chaudière, ça coûte cher. Si je veux isoler mon toit, ça coûte hyper cher. » Donc, il ne faut pas traiter ces gens-là comme des coupables. C'est lamentable. Mais la question écologique a été présentée de façon tellement extrémiste, tellement gauchiste, tellement punitive, qu'il n'y a que 15%, 10-15% selon les endroits. Vous voyez, il devrait y avoir 80% des gens. Et à mon avis, on va arriver à 80% des gens soutenant l'idée d'un programme d'écologisation avec des discussions sur le rythme, plus ou moins vite. Alors là, il faut entendre les arguments des uns et des autres et aider les différents secteurs professionnels à s'adapter. Donc oui, je crois que les Français, comme tous les peuples d'Europe, hein, je ne dirais pas ça en Inde, c'est plus compliqué parce que quand vous avez 300 ou 400 millions de gens dans la pauvreté absolue, ils veulent évidemment en sortir. Mais même dans ces pays, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas obligés de passer par toutes les étapes, disons, archaïques du développement. Donc je suis assez optimiste là-dessus. Et dans votre processus d'écologisation, quelle serait la place du nucléaire en France? Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas se passer, je ne connais pas dans le monde entier, je ne connais pas de spécialistes sérieux de l'énergie qui pensent qu'on puisse se passer du nucléaire tout de suite. Si on y arrive un jour, tant mieux. Si on arrive à avoir la fusion nucléaire, qui n'est pas la même chose que la fission, on n'a pas les mêmes risques en fait. Si on arrive à maîtriser l'hydrogène, si on arrive à, vous voyez, plein de trucs. Si on invente des batteries géniales qui permettraient de garder l'énergie solaire pendant des mois et des mois. Donc, il y a des percées scientifiques. Encore une fois, pas des manifs de lycéens, mais des percées scientifiques. Il arrivera un jour où on dira, eh ben, en fait, on peut se passer des autres énergies. Et on commencera, si on est rationnel, par dire, on va arrêter le charbon, même en Inde. On va arrêter la lignite. Et puis, on va réduire le pétrole, etc., etc. Regardez l'évolution tout à fait spectaculaire de Total, de ce que dit le président de Total, qui était impensable il y a encore 4-5 ans hein, par rapport à ça. Et en termes vraiment rationnels, il faudrait commencer par arrêter le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis le nucléaire. Mais comme il y a aussi la crainte sur le nucléaire, y compris dans des pays où il n'y a aucun risque de tsunami, comme l'Allemagne, il faudra en tenir compte. Donc ce sont des arbitrages, mais il ne faut pas s'inspirer de ce qu'a fait l'Allemagne il y a 15 ans, qui donc est sorti du nucléaire trop tôt. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui vont développer le nucléaire, mais ça ne va pas être exactement l'EPR, parce que l'EPR, c'est trop gros, trop cher, trop compliqué. Il y a des normes de sûreté telles que le prix explose multiplié par 10 ou 15, mais vous allez voir se développer en Inde, en Chine, en Indonésie, dans plein d'endroits, des mini-centrales, en fait, pendant un certain temps. Et un jour, on pourra s'en passer. Évidemment, ça serait une très bonne nouvelle quand on pourra s'en passer. Mais si on s'en passe trop tôt, pour des raisons électoralistes internes, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, en pratique, on relance le charbon. Parce que le charbon, il y en a partout, c'est pas cher du tout et c'est très énergétique. Donc c'est ça qui est embêtant avec le charbon. Mais il y aura plein d'inventions qui vont changer la donne. Si on revient sur un aspect un peu plus général, dans et après, vous mettez en avant le fait qu'il y avait avant le Covid une sorte de déni par rapport à nos systèmes économiques et nos sociétés. Est-ce que vous pensez que cette crise pandémique a permis une réelle prise de conscience internationale sur les limites de ces systèmes? Ou est-ce que petit à petit, chacun va repartir dans ses travers et ses mauvaises habitudes pré-Covid? Ça dépend des pays. Hein. Là, nous parlons entre Français, vous êtes à Grenoble. Si on était en Chine, on ne dirait pas la même chose, vous voyez. Donc ça dépend. Moi, ce que j'ai noté dans le petit livre,
D'ailleurs, je reprends ça dans mon livre plus récent, qui est le Dictionnaire amoureux de la géopolitique, qui est paru il y a quelques semaines, là. C'est que, en fait, tous les problèmes du monde actuel qui vous paraissent dysfonctionnels étaient là avant. La compétition féroce États-Unis-Chine, ça a commencé avant. Le fait que les Européens n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur les trucs stratégiques, ça existait avant. L'énorme bataille dans l'islam mondial, un peu en Europe, mais c'est une bataille collatérale en Europe, au sein du monde sunnite, entre les musulmans en général et puis les extrémistes, ça existait avant en fait. Vous voyez, la question de la Russie, donc tout existait avant. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement fondamental. Ce qui m'a frappé, dont je parle au début du petit essai, c'est que le risque d'une pandémie respiratoire grave se répandant dans le monde entier à toute vitesse, parce que le monde actuel est agité d'une sorte de mouvement brownien, vous voyez, déplacement, tourisme, etc. C'était prévu par Bill Gates, c'était prévu par plusieurs livres blancs sur la défense, c'était prévu par des documents, y compris en France. Mais c'était tellement énorme et ça remettait tellement en cause l'idée qu'on s'était fait de ce que devrait être la mondialisation heureuse que ça n'entraînait aucune réaction. Même pas la préparation, par exemple en termes de stock de masques, vous voyez. Et pourquoi les pays d'Asie du Sud-Est ont mieux réagi en dehors d'un comportement collectif qu'on dit pour des raisons culturelles plus disciplinées, bon, c'est qu'ils avaient eu le SRAS. Et ils avaient tiré des leçons du SRAS. Donc ils étaient plus prêts, en fait. Il y a longtemps dans ces pays que le masque, on a eu du mal à se mettre à porter le masque. Moi, j'en ai pas pour parler plus facilement, et en plus, je suis vacciné. Bon. Mais à distance, de toute façon, vous risquez rien. Mais en tout cas, il y a plein de pays d'Asie du Sud-Est pour qui c'est habituel. On a la grippe, on met un masque, on ne va pas prendre le métro sans masque. Alors ça va peut-être rentrer dans les comportements. Mais je ne sais pas ce qui va prévaloir après, des comportements plus collectifs, plus coopératifs, et puis des comportements, au contraire, chacun pour soi. En tout cas, vous voyez bien que la rivalité Chine-États-Unis, elle continue. Hein. Biden est poli, aimable, tout ce qu'on veut, mais enfin, la rivalité continue. Donc, ça va pas tout changer. Il ne faut être ni trop optimiste, ni trop pessimiste. Et justement, depuis la parution de votre essai, est-ce que votre constat ou vos idées ont pu évoluer après un an de pandémie? Non. Non, parce que alors, dans le petit essai, je crois qu'il est tout à fait encore d'actualité, sauf la bataille des vaccins. Ça, c'est vraiment, il faudrait que j'achète, si on le rédige, je ferai un chapitre en plus sur l'affaire des vaccins, mais qui révèle la même chose. Sauf que, quand même, une remarque un peu insolente, si les vaccins étaient déjà des biens publics mondiaux, hein, comme on le souhaite pour des raisons, disons, idéalistes, sympathiques, si c'était géré par une agence des Nations Unies, il n'y aurait toujours pas de vaccin. Le vaccin, évidemment, était le résultat d'une compétition capitaliste, en fait, avec des laboratoires, avec d'énormes moyens, y compris les moyens que Trump a donnés. Trump a énormément de torts atroces, hein, mais là-dessus, il a quand même mis énormément de fric tout de suite, vous voyez. Donc, j'aurais à changer, je ne peux pas changer, j'aurais à compléter par rapport à ça. Mais sinon, le fait qu'il faudra faire une évaluation le moment venu, j'avais dit dans le petit essai, je dis toujours le moment venu, parce qu'on n'est toujours pas sorti. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. Si on le fait maintenant, c'est des règlements de compte politiques, en fait, internes à chaque pays. Ça n'a pas d'intérêt scientifique. Avant de passer aux questions du public, vous citiez tout à l'heure, M. Védrine, votre dictionnaire amoureux de la géopolitique. Et dans ce dictionnaire amoureux, vous faites notamment le portrait de grandes personnalités qui ont véritablement impacté le monde de la géopolitique. Vous citez par exemple 3 anciens présidents de la République française, De Gaulle, Mitterrand et Chirac, mais aussi des personnalités antiques, Alexandre le Grand, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une des personnalités que vous citez ou une autre qui pourrait inspirer les chefs de l'État aujourd'hui vis-à-vis de la situation que l'on vit? C'est trop différent. Hein. Dans ce livre qui n'est pas un vrai dictionnaire, c'est le nom de la collection qui est comme ça, je me balade dans l'histoire parce que je trouve qu'on a trop le nez sur le guidon. C'est pour ça que je parle d'Alexandre le Grand que j'avais cité, mais je parle de Jean Giscard, de Napoléon, de plein de choses. Et puis souvent, je prends le contre-pied des croyances dominantes quand je parle de machiavélisme ou d'esclavage, etc. Pas pour choquer qui que ce soit, mais c'est parce que l'expérience m'a amené à réfléchir de façon un petit peu décalée. Alors bon,
Dans les systèmes de décision aujourd'hui, si vous êtes dans des systèmes de décision globalement autoritaires, je pense qu'un président chinois peut s'intéresser à la façon dont décidait Richelieu. Il y a des points communs, vous voyez. Mais entre Richelieu et un président français d'aujourd'hui, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Parce qu'il y a l'information continue, il y a les réseaux sociaux qui charrient le pire et le meilleur, il y a l'obsession des réactions instantanées, il y a une classe politique qui a beaucoup de mal à surnager en réalité, et c'est pour ça que beaucoup de talents en réalité vont dans la finance, l'industrie, enfin toutes sortes d'autres trucs, etc. Donc c'est pas évident même pour un très bon président français, un très bon chancelier allemand, etc. C'est pas évident de se reporter à des exemples anciens. Ça peut inspirer pour, disons, l'âme profonde d'un pays, ou bien la possibilité de faire coexister en Europe les Européens et la Russie, ou des choses comme ça, ou la relation entre les Turcs, les Israéliens, les Arabes, les Iraniens. Bon. Et bien sûr, il y a une source d'inspiration. Moi, je plaide beaucoup pour l'histoire. Hein. Je suis tout à fait opposé au devoir de mémoire, qui est une construction fabriquée, en fait, et qui varie totalement en fonction de gens qui le fabriquent, selon les moments, selon les idées, les rapports de force. Mais je pense que la connaissance de l'histoire est indispensable, qu'un peuple se perd quand l'histoire n'est pas transmise et il devient vulnérable pour les pires aventures. Mais en même temps, l'histoire ne peut pas nous enfermer parce qu'évidemment, il y a des dépassements, il y a des choses qui changent, les croyances ne sont pas les mêmes et l'histoire n'a pas réponse à tout. Donc, par exemple, vous voulez comprendre les Chinois d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne revenez pas au 19e siècle. Les dynasties décadentes, l'occupation coloniale, les traités inégaux, etc., etc., y compris dans la relation Chine-Japon. Mais est-ce que l'histoire est une pure prolongation de ça? Non. Donc, c'est une combinaison entre les deux. Quand vous allez dans l'Europe du Sud-Est, dans les Balkans, vous ne comprenez rien aux problèmes sans fin entre les uns et les autres si vous n'avez pas le passé en tête. Mais si vous n'avez que le passé en tête, ça ne marche pas. Il y a des éléments nouveaux, comme par exemple les relations établies entre le Premier ministre serbe et le Premier ministre albanais. C'est des choses nouvelles. Donc, il faut combiner les deux, en fait. Merci beaucoup. On va pouvoir du coup passer aux questions. Donc une première question J'ai d'abord. plus... Oui. Il nous reste combien de temps? Oui, ça va, ça va. Du coup, une première question. Vous abordiez tout à l'heure les forces et les faiblesses de la France. Pourriez-vous développer et illustrer ce point, s'il vous plaît? Eh bien, la première, la liste des forces de la France, elle est connue. Hein. Mais dans les médias contemporains, si on parle des atouts de la France, on vous coupe la parole au bout de 20 secondes en disant mais c'est nul, vous êtes chauvin, etc. Les médias contemporains français, hein, ils n'acceptent pas qu'on rappelle que la France est membre du Conseil de sécurité, avec le droit de veto, qu'elle est un pays à dissuasion nucléaire, que certains combattent, mais qui est un élément de puissance, qu'elle a quand même une langue, même si elle a beaucoup reculé par rapport à autrefois, elle ne recule plus tellement, une des grandes langues de culture et de civilisation. Qu'elle a quand même, par exemple, on parlait d'industrie tout à l'heure, une école de mathématiques exceptionnelle. Ce n'est pas un hasard s'il y a plein de mathématiciens français dans les GAFA de Californie, vous voyez, des choses comme ça. Et on pourrait énumérer des tas de trucs, l'attraction du territoire, la gastronomie, des créateurs, des penseurs, bon, etc. Mais l'esprit français aujourd'hui est tel qu'il n'aime pas entendre ça. Ça énerve les gens, ça paraît ridicule. Et on est le seul pays qui ne soit pas capable calmement de faire la liste de ses atouts et de ses handicaps. Alors, dans les handicaps, moi, je mets en premier lieu précisément le masochisme. Il devient un phénomène français tout à fait étonnant. Regardez, on lit des articles dans lesquels on a l'impression que la France est le seul pays qui ait pratiqué l'esclavage. L'esclavage a existé depuis toujours. Les Romains, les Vikings, après le monde musulman qui a pratiqué ça pendant 1500 ans, et l'esclavage occidental européen, dont français, a duré 2-3 siècles. Et comme le disent certains grands professeurs sénégalais, c'est dans les pays européens qui ont pratiqué l'esclavage qu'on a créé les ligues anti-esclavagistes. C'est pas en Arabie, vous voyez. Bon, donc, moi, je suis pour la vérité historique si on la recadre dans son contexte, dans la vérité. Mais en France, pour un certain nombre de raisons que je ne développe pas, c'est plutôt la vision, enfin, ce qu'on a fait plus mal qu'ailleurs, et
il y a une sorte de prétention, même dans le reproche, vous voyez, dans l'autoculpabilisation. Donc j'ai coutume de dire que la France est pessimiste, non pas à cause de ses handicaps, mais elle est handicapée par son pessimisme. Il y a un organe américain qui s'appelle Pew, qui fait des analyses d'opinion dans le monde entier. Et plusieurs fois, ils ont trouvé que les Français étaient plus pessimistes sur l'avenir de la France que les Irakiens sur l'avenir de l'Irak. Donc il y a quand même un bug, vous voyez. Encore une fois, il ne s'agit pas de gommer quoi que ce soit dans l'histoire de tous les pays. Il y a des moments lumineux, puis il y a des moments sombres, il y a des choses géniales et atroces. Il faut dire la vérité historique sur toutes les époques, même les plus dures. Par exemple, l'effondrement de 40 n'est pas assez enseigné. Alors, l'effondrement de 40, c'est ça qui prépare les suites. Il n'y a pas de collaboration s'il n'y a pas l'effondrement en mai-juin 40. C'est le moment le plus bas de l'histoire de France. C'est pire que pendant les guerres de 100 ans, en fait. Et bizarrement, ce n'est pas assez enseigné. Donc, vous voyez, je ne parle pas du tout comme je le fais pour escamoter des moments de l'histoire, pas du tout, du tout. Mais je pense qu'il faut quand même se ressaisir et que sans prétention aucune, il faut considérer qu'être une puissance moyenne parmi les 15 ou 20 puissances qui comptent sur 200 pays, ben c'est quand même vachement bien. Vachement bien, et que ça nous donne un potentiel si on veut se projeter dans l'avenir. On en a parlé beaucoup, puisque on a parlé, grâce à vos questions, d'écologisation, et ça, c'est l'avenir. Merci pour votre réponse. Si on va maintenant plus sur l'Europe, on a une question d'Oscar qui demande: pensez-vous que les institutions européennes ont leur rôle à jouer dans cette écologisation dont vous parliez tout à l'heure? Si oui, lequel? Et quelles sont ces armes pour y parvenir? Est-ce que je n'ai pas compris la fin? La dernière Quelles phrase? sont les armes de l'Union européenne pour parvenir à cette écologisation? Bon, alors d'abord, sur l'Union européenne, je vais vite parce que comme on va s'arrêter dans 5-6 minutes, il faut que je synthétise. L'Union européenne, à mon avis, telle que vous l'avez sous les yeux, elle ne changera pas beaucoup. Je ne pense pas que ce soit possible pour les Européens de négocier un nouveau traité, et que s'il y avait un nouveau traité qui aille plus loin dans l'intégration, plusieurs pays le refuseraient. À commencer par l'Allemagne, l'accord de Karlsruhe s'y opposera. Donc je ne crois pas les Européens puissent se mettre d'accord. Vous allez entendre ça à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, mais à mon avis, c'est totalement sans fondement. Je n'y crois pas une seconde. Bon, mais en revanche, vous noterez qu'aucun pays d'Europe ne veut déstructurer le système. Donc même les pays dans lesquels les gens étaient très énervés contre le système européen, comme la Grèce ou l'Italie, ils ont abandonné cette idée. Donc je pense qu'on va vivre durablement dans ce cadre, et que les rôles du Parlement, de la Commission, du Conseil, de la Cour de justice ne vont pas être modifiés substantiellement. Oui, ça c'est mon idée. En plus, s'il y avait un traité, contrairement, si je me trompe et qu'il y a un nouveau traité, il ne sera pas ratifié par les 27. Il y aura toujours 4 ou 5 pays qui refuseront, en fait. Donc, voilà. En revanche, dans le cadre, vous pouvez tout à fait avoir des politiques nouvelles. Et pour répondre, je reviens aussi à la question tout à l'heure dans laquelle vous craignez l'abandon de l'objectif écologique. Regardez, le plan de relance, il est très long à être adopté parce qu'il faut que tout le monde se détermine, mais très bien, il va l'être, il l'est. Donc ça va démarrer finalement. Mais il a intégré le Green Deal de Madame von der Leyen. Et quand au début certains commençaient à dire la pandémie est tellement terrible qu'on ne peut pas garder les objectifs écologiques, elle a dit non, au contraire, on les maintient. C'est une façon de se projeter dans l'avenir. Donc dans un cadre européen inchangé, oui, les institutions peuvent jouer un rôle très important, la Commission surtout, le Conseil, le Parlement, à condition que le Parlement ne passe pas son temps à adopter des textes démagogiques qui apportent aucune solution vraie sur les questions d'écologie, par exemple. Vous voyez, les questions d'écologie, c'est des questions d'ingénieurs, c'est les batteries dont j'ai parlé. Le comportement personnel des individus dans la vie quotidienne, ça n'a quasiment aucun impact sur les chiffres globaux, ni du réchauffement, ni de rien. Donc, en tout cas, la réponse sur les institutions est évidemment oui, bien sûr. Elles ont un rôle à jouer, elles le jouent déjà. Et ce que dit cette commission-là depuis qu'elle est installée est très positif.
Une autre question sur le sujet de l'écologisation à nouveau. Pensez-vous que l'on puisse financer la transition écologique par l'impôt, par les taxes, et qui doit être concerné en priorité? Ce n'est pas le sujet principal du tout. Naturellement, par l'impôt, d'abord, si c'est en disant des choses comme ça que les écologistes, depuis des années, ils ont la moitié des votes auxquels ils pourraient espérer, en fait. Donc, c'est complètement idiot. Alors, il y a quelques cas où vous pouvez, par une fiscalité indirecte, orienter les comportements vers une activité plutôt que vers une, à condition que les gens aient le choix. Mais si vous taxez, je reprends mon exemple, les gens qui ont une vieille bagnole diesel, entre parenthèses, je signale que les diesels récents polluent moins que les moteurs à essence. Enfin bon, les gens n'ont pas compris le sujet, mais c'est comme ça. Bon. En tout cas, si vous taxez des vieilles bagnoles à diesel, alors que dans le Limousin, ou je sais pas, ou en Aquitaine, ou en Franche-Comté, les gens n'ont que leur vieille bagnole pour aller à la préfecture faire des formalités, et qu'il y a plein de gens d'un certain âge qui ne sont pas branchés, qui ne peuvent pas marcher qu'Internet, vous pénalisez les gens pour rien. Vous fabriquez des gilets jaunes, c'est complètement idiot. Donc moi, je ne préconise pas du tout les taxes, sauf si, encore une fois, il y a le choix. Alors là, j'ai parlé de la taxe carbone. Oui, ça, c'est intelligent. Et faire rentrer petit à petit dans les coûts économiques, mais pas pour alourdir la fiscalité sur les entreprises ou sur les gens, mais pour orienter les comportements, vous voyez. Donc, introduire progressivement les coûts écologiques externalisés dans les coûts réels, oui, ça, c'est bien. Mais il ne faut surtout pas parler d'augmentation de la fiscalité. En plus, en France, on est le pays au monde où la fiscalité est la plus lourde. Je pense que dans l'école où vous êtes, on sait ces choses-là quand même. Hein. La fiscalité la plus lourde au monde. Certaines années, c'est le Danemark. Et avec les transferts sociaux qui ont lieu grâce à cette fiscalité très lourde, on est tout compte fait à la fin, selon l'OCDE, pas selon la France, selon l'OCDE, le pays le moins inégalitaire de l'OCDE. Et là, on tombe sur un autre sujet qui est que l'inculture économique en France est abyssale. Donc, c'est compliqué de réfléchir sur des bases qu'il faut rectifier sans arrêt. Voilà, donc un peu de fiscalité incitative, mais pas plus, à mon avis. Très bien. Alors, vous devez nous laisser à 25 et on a peut-être le temps pour deux petites questions. Une qui concerne plus l'actualité française. L'actualité française. Que pensez-vous de la tribune des généraux publiée sur Valeurs Actuelles? Et sommes-nous aux prémices d'une future guerre civile, comme ils ont pu l'affirmer? C'est pas du tout dans nos sujets, ça, c'est vraiment leur sujet, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance du truc. Voilà. En revanche, je pense que sur la question islamisation, vous auriez intérêt à regarder ce que disent beaucoup de gens au Maghreb. Parce que beaucoup d'intellectuels musulmans au Maghreb, intellectuels, avocats, femmes tunisiennes, militants, romanciers comme en Algérie, il y a beaucoup plus de gens au Maghreb qu'en France qui disent vous ne mesurez pas le danger de l'islamisation. Il y a une partie extrême de l'islamisation qui est un danger d'abord pour les musulmans et ensuite pour les autres. Donc là, il n'y a pas du tout, dans les grandes figures du Maghreb dont je vous parle, hein, j'ai cité les femmes tunisiennes, je pense, bon, ils disent jamais qu'il ne faut pas être islamophobe. Ils ne se servent jamais de ce terme. Parce que soit on a affaire à du racisme anti-arabe qui doit être combattu en tant que racisme, ou alors on a affaire à la critique de l'islam qui doit être autorisée comme la critique de l'Église catholique est autorisée depuis 2 siècles. Voyez. Donc là, il y a sur le risque, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque, mais moi je serais pour l'aborder sur la base d'une vaste alliance entre les musulmans dans leur immense majorité et les démocrates. Mais je ne dis pas que l'islamisme est un faux problème. Il se trouve que je suis très lié avec beaucoup de gens au Maghreb, donc je raisonne un peu comme eux là-dessus. Une dernière question pour finir. Pensez-vous que la nouvelle dimension de l'affrontement États-Unis-Chine portant sur l'écologie va accélérer l'écologisation en Europe? Alors, je pense que l'affrontement Chine-États-Unis est structurel pour très longtemps. Très longtemps. La Chine veut devenir numéro 1. Les États-Unis ne veulent pas qu'un autre pays soit numéro 1. Ça leur fiche la trouille et c'est trop humiliant, c'est inacceptable pour eux. Donc ça va durer sous des formes variées. Après,
je n'exclus pas que, compte tenu de la prise de conscience partout, y compris les dirigeants chinois, ils ont des enfants aussi, des enfants, des petits-enfants, et ils voyagent, et les enfants font des études à l'étranger, tout ça. Je n'exclus pas que dans ce domaine, il y a une sorte de deal quand même. Une sorte de deal. Et d'ailleurs, vous le verrez dans pas longtemps, à la fin de l'année, où il y a une COP en Chine. Vous savez, les COP, c'est comme sur le climat régulièrement, les conférences. Et il y a une COP biodiversité qui aura lieu en Chine. Et vous verrez, ce n'est pas évident qu'il y aura la Chine contre les autres. Il y aura peut-être des accords étonnants entre les deux, y compris sur les COP climat. Donc vous pourriez avoir, disons, une tension, un bras de fer dans tous les domaines, y compris militaire, avec un vrai risque sur Taïwan, y compris technologique, etc., etc. Dans tous les domaines, mais dans quelques domaines clés de l'écologisation, une sorte d'accord inattendu. Alors, les Européens, puisque votre question, c'était ça, les Européens, leur obsession devrait être de ne pas avoir à choisir, d'être capable par eux-mêmes d'avoir une politique. Évidemment, les Européens, ils sont, par culture, civilisation, plus l'Alliance atlantique, ils sont quand même globalement du côté américain. Et ça, vous n'allez pas changer ça. Mais ils devraient assumer ça tout en ayant une approche qui est la leur, une position qui est la leur, une autonomie. Et si les Américains, même les Américains sympathiques de Biden, nous disent « vous devez vous ranger derrière nous sur la Chine », on devrait dire aux Américains « on est très content d'avoir à nouveau des partenaires normaux avec lesquels on peut travailler, mais nous avons nos propres idées. Et nous allons discuter de nos propres idées. Et après, on va parler ensemble avec les Chinois. » Vous voyez, quelque chose qui ne soit pas une coupure brutale. Mais vous avez bien noté que je n'exclus pas qu'il y ait, sur quelques points de l'écologisation, une sorte d'accord, en fait, entre les deux puissants, en disant c'est un sujet trop grave pour qu'on se fasse la guerre. Sauf qu'il y aura la guerre quand même, disons la guerre, pardon, pas la guerre, mais la compétition, il y aura la concurrence pour les nouveaux brevets, les nouvelles inventions, les énergies de l'avenir. Mais ça peut être à la fois compétitif et coopératif, les deux. Voilà. Très bien, monsieur Védrine. Je vous laisse aller du coup à une autre conférence. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à celles de notre public pour cette dernière conférence de l'année pour GM Débat. Merci beaucoup. Et bien, merci pour vos questions qui étaient toutes assez pointues. Tant mieux alors, tant mieux. Merci beaucoup, monsieur. Nous remercions également Grenoble École de Management de notre école pour nous avoir permis de réaliser cet événement, ainsi que tous ceux qui ont eu lieu pour cette saison 2020-2021. Pour cette dernière conférence à titre plus personnel, je remercie bien évidemment l'ensemble de l'équipe de GM en débat, dont Agathe, Oui, alors, Agathe pour cette conférence. Mais oui, j'allais vous demander le nom des deux animateurs, parce que vous n'êtes pas présenté au début. c'est ça, tout à fait. On a fait un peu rapidement. Alors, vous êtes qui? Dites-moi. Donc, Agathe et Maxime, voilà. Agathe et Maxime. Agathe. Bon, très bien. Voilà. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous tous. Merci donc à Agathe, merci à Baptiste, à Benjamin, Hugo, Raphaël, Louis, voilà, tous ceux qui sont dans la salle et qui ont permis de réaliser cette conférence. Merci à tous ceux qui ne sont pas dans cette salle avec nous pour réaliser cela et qui ont permis de travailler avec nous pour toute cette année, l'ensemble de ces événements. C'était une année compliquée avec beaucoup de rebondissements et de moments et de transformations obligées. Néanmoins, on a pu réaliser de bons événements. Donc merci à l'ensemble de l'équipe de GM en débat. Bon courage à l'équipe de l'année prochaine menée par la nouvelle présidente Daphné. Et merci à vous tous, à tout ce public qui nous a accompagnés pendant toute cette année, plus que complexe, mais avec de très bons moments aussi. Merci à tous et continuez à faire des débats. Merci. Au revoir.